Rebonjour, nous nous retrouvons pour le bloc numéro 2 et donc pour comprendre c'est quoi le droit à un environnement sain. Historiquement, le droit à un environnement sain, sûr ou durable a été reconnu dans des règles nationales et supranationales et on fait remonter la première reconnaissance internationale à la déclaration de Stockholm qui a été adoptée en 1972 à l'issue de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. Ici, le droit à un environnement sain est reconnu en lien au droit à vivre dans la dignité et le bien-être. Il est rattaché donc à d'autres droits. Et nous retrouvons aussi la formulation d'un devoir. En France, il faut attendre la charte de l'environnement de 2004, avec là aussi une reconnaissance du devoir à l'article 2 et à l'article 1, la reconnaissance, cette fois, sous forme d'un droit individuel autonome. Pourquoi faudrait-il reconnaître un droit fondamental à un environnement sain? On doit répondre à cette question avant de poursuivre. Sans basculer dans le risque d'hypertrophie des droits, que dénonce par exemple un auteur comme Alain Soupiot, on va, en s'appuyant sur les critères dégagés par M. Nickel, considérer qu'un nouveau droit doit émerger si 4 critères sont remplis. Premier critère, les promoteurs, les militants qui revendiquent la reconnaissance d'un nouveau droit doivent convaincre de l'importance de la nouvelle valeur à protéger et doivent montrer que ces valeurs sont fréquemment menacées. Deuxièmement, il faut apporter la preuve que cette revendication ne peut être satisfaite de manière adéquate que par le truchement d'un droit fondamental A et pas par des outils juridiques qui seraient moins forts. Troisième élément, il faut prouver que les destinataires de ces nouveaux devoirs peuvent être légitimement soumis à des obligations positives de protéger l'environnement ou des obligations négatives de s'abstenir de porter atteinte à l'environnement. Et puis, il faut démontrer, quatrièmement, que le droit proposé peut être réalisable compte tenu des ressources institutionnelles et économiques de nos sociétés actuelles. Eh bien, maintenant, je voudrais attirer votre attention sur 4 éléments importants lorsqu'on se penche sur l'examen du droit à un environnement sain. Premier élément, intéressez-vous à, demandez-vous, qui est titulaire, qui est créancier de tel droit? Est-ce qu'on le reconnaît de façon individuelle? Est-ce un droit collectif? Est-ce que ce sont les générations présentes et futures qui sont titulaires de ce nouveau droit ou des catégories particulières, les femmes, les enfants, les peuples autochtones, etc. L'article 9 de la Convention latino-américaine d'Escazú, sur laquelle je reviendrai, reconnaît à l'article 9 comme titulaires les défenseurs des droits environnementaux. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Deuxième question qu'il faut se poser, qui se voit opposé de tels droits et donc qui a des obligations, des devoirs, qui est donc débiteur? Est-ce que c'est l'État individuellement? Est-ce que ce sont les États collectivement, donc la communauté internationale? Est-ce que ce sont des entreprises privées? Est-ce que ce sont les individus? Troisième élément d'analyse, le droit à un environnement sain est-il reconnu comme un droit autonome, comme le fait l'article 4.1 de l'accord d'Escazú de 2018, ou est-ce qu'il est en lien à d'autres droits? Vous voyez que la résolution de 2021 du Conseil du droit de l'homme des Nations Unies est assez ouverte à cet égard et admet tout à fait cette seconde hypothèse. Et puis, élément évidemment très important, quel est le contenu de ce droit? On distingue traditionnellement une dimension substantielle d'une dimension procédurale. Sur le plan substantiel, eh bien, par exemple, le droit de respirer un air pur, comme l'a admis le rapporteur spécial des Nations Unies, fait partie évidemment du droit à un environnement sain. Mais il n'y a pas que cela. Sur le plan procédural, on admet traditionnellement 3 piliers: le droit à l'information, le droit à la participation au processus décisionnel et l'accès à la justice. C'est admis dans la Convention d'Aarhus de 1998 sur le plan européen. Au niveau latino-américain, c'est la Convention d'Escazú qui est beaucoup plus récente. Et puis, en droit français, c'est l'article 7 de la Charte constitutionnelle de 2004 qui admet certains droits procéduraux. Maintenant, à vous de jouer et de tester votre compréhension à travers le quiz qui est à poser
adossé à ce bloc de connaissances. À bientôt pour la suite. Merci.